Bienvenue aux activités de la semaine d'action contre le racisme. Avec le thème « Comment répondre au racisme à l'ère du numérique ?» Merci de votre participation aux activités de la SACRE 2021. Bienvenue aux invités qui nous honorent de leur présence aujourd'hui, à la cérémonie de clôture de la SACRE 2021. Sans plus tarder, je vous présente la maître de cérémonie, Madame Erike Halleux. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir à la cérémonie de clôture de cette 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Mon nom est Erika Alice et il me fait plaisir d'être votre maître de cérémonie. Afin que tout le monde puisse agréablement profiter de cet événement, nous vous demandons s'il vous plaît de bien mettre vos micros en sourdine pour la durée de la cérémonie. De plus, nous vous invitons à fermer les applications et les fichiers de votre ordinateur, de votre tablette intelligente ou de votre ordinateur, comme je le disais, et si possible de vous rapprocher de votre source Internet. J'en profite aussi pour saluer les gens qui nous suivent sur Facebook. Avant de débuter, nous tenons à souligner que nous sommes sur les terres du territoire traditionnel non cédé de Kaniekeaka, Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Le comité organisateur de la semaine reconnaît également sa présence et le rayonnement de son travail sur les différents territoires autochtones composant ce qui est appelé aujourd'hui le Québec. Le comité organisateur vous encourage aussi à prendre le moment de vous renseigner sur l'histoire des nations autochtones de votre territoire. Nous tenons à souligner la présence de M. Emmanuel Dubourg, député fédéral de la circonscription de Bourassa, Mme Nadine Giraud, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, Mme Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec, M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Mme Jennifer Macaroni, porte-parole de l'opposition officielle en matière de diversité et d'inclusion à l'Assemblée nationale du Québec, qui est présente avec nous comme observatrice, Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat charte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, ainsi que Mme Boschramanaï, commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal. La 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances se termine ce soir. Sous le thème « Comment répondre au racisme à l'ère du numérique » et la présente pandémie obligeant, nous aurions pu penser que cette importante initiative soit réduite à sa plus simple expression. Eh bien, ce sont 68 activités qui ont réuni les citoyens des 4 coins de la province dans le cadre de cette riche semaine. Cette profusion d'activités, presque toutes numériques, est sûrement un début de réponse à la question que le thème de cette édition a voulu explorer, a voulu adresser. On a vu récemment que l'utilisation haineuse des médias sociaux causait des ravages à la vie démocratique. Combien de Québécois et Québécoises n'osent pas entrer dans la vie publique, n'osent pas s'exprimer publiquement, de peur d'être victimes de la malveillance véhiculée grâce à l'anonymat des médias sociaux? Malgré ce nuage pouvant participer à obscurcir le vivre ensemble de notre société, cette 22e édition de la semaine a tenu à ensoleiller l'air ambiant afin que les citoyens de tous âges, de toute origine, de toute appartenance s'unissent pour promouvoir l'égalité des chances pour tous les Québécois et Québécoises. Alors voici comment cette cérémonie se déroulera. Nous aurons l'occasion d'entendre des allocutions de différents dignitaires et ce sera suivi par la remise de prix de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Nous conclurons cette cérémonie avec un retour synthèse sur les activités de la semaine et une prestation musicale réunissant Michael Farkas et Samian. Une conférence de presse suivra cette cérémonie. Alors, sans plus attendre, débutons cette cérémonie avec notre première allocution de la part de M. Emmanuel Dubourg, député fédéral de la circonscription de Bourassa. Monsieur Dubourg.
Merci, Madame la maître de cérémonie. Eh bien alors, honorable sénatrice Dr Marie-Françoise Mégy, salutations à tous les dignitaires, salutations aussi aux porte-parole officiels qui sont Madame Samira Laouni et Monsieur Franz Voltaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Merci de l'invitation. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Le racisme et la discrimination ne font honneur à aucune société. Ces pratiques, qu'elles soient systémiques, institutionnelles ou d'État, portent de graves atteintes aux victimes et mettent en péril le principe de l'égalité des chances. À la Chambre des communes du Canada, j'ai eu l'occasion le mois dernier de reprouver le racisme systémique et de demander aux divers paliers gouvernementaux de contribuer pleinement à une société plus juste, plus équitable et plus inclusive. Bien que le Canada soit une société ouverte et diversifiée, nous savons que le racisme systémique et la discrimination vécue par les communautés racisées et les peuples autochtones restent un écueil à surmonter. Conscient de cette double problématique, le gouvernement fédéral reconnaît la nécessité d'une action coordonnée et de la mise en place d'un secrétariat de la lutte contre le racisme pour diriger les efforts dans l'ensemble du gouvernement et coordonner les actions fédérales. De ce fait, des programmes et des initiatives de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme sont mises en place. La réponse au racisme systémique et à l'inégalité doit être collective. C'est le combat des organismes et des événements comme la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Nous devons continuer à nous mobiliser. En prenant part ce soir à la cérémonie de clôture, j'entends reconnaître et souligner tout le travail accompli par les responsables ainsi que les bénévoles de l'organisme voué à la lutte contre le racisme et pour l'égalité des chances. Et pour conclure, j'aimerais féliciter les récipiendaires de cette année, Madame Marjorie Villefranche et Monsieur Fadi Daguerre, avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration. Alors, bonne continuation et excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dubourg. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir pris le temps de vous saluer, Madame la sénatrice. Alors, je tiens à souligner la présence de Madame Marie-Françoise Mégy, qui est sénatrice au niveau fédéral. Donc, Madame Mégy, bienvenue. Merci, c'est un plaisir. Désolée, petit souci. Nous allons maintenant poursuivre avec Mme Giraud, Nadine Giraud, ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration du Québec, afin qu'elle puisse nous adresser quelques mots. Madame Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame la sénatrice, Monsieur Dubourg, Madame Anglade, Monsieur Ghislain Picard, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous ce soir pour clore la 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Le thème de cette année, comment répondre au racisme à l'ère du numérique, soulève des enjeux très importants. Si d'une part, les technologies numériques sont accessibles et contribuent au rapprochement des personnes à travers le monde, elles peuvent aussi être utilisées pour propager la désinformation, l'intimidation et même la diffamation. Cette semaine nous offre un moment privilégié d'échange, de rencontres, de sensibilisation. Elle nous fait également prendre conscience de l'importance de parler du vivre ensemble, du racisme et de la discrimination, des sujets qui nous concernent tous. Quand il est question de lutte au racisme, je crois qu'il est primordial d'aborder les deux côtés de la médaille. Il faut se pencher sur les luttes qui restent à faire, les problèmes qui persistent, les obstacles qui se dressent devant les personnes issues des minorités visibles, mais il faut aussi parler de nos bons coups comme société, des avancements des dernières années. C'est seulement ainsi que nous allons pouvoir continuer d'avancer, car c'est de cette façon que nous parvenons à mobiliser la société autour de ces enjeux importants et à chercher et à changer les comportements. Il faut le reconnaître, la société québécoise compte de belles réalisations en faveur des relations interculturelles harmonieuses. Mais il reste encore des défis à relever pour combattre le racisme et la discrimination
et surtout pour éliminer les barrières vers une pleine participation de tous et chacun, peu importe leur origine. Je suis très fière de l'engagement du gouvernement du Québec à s'attaquer concrètement à ces problématiques. À l'été 2020, le gouvernement a mis sur pied le groupe d'action contre le racisme que j'ai co-présidé avec mon collègue, le ministre Lionel Carman. Le plan d'action déposé en décembre dernier propose une série d'actions concrètes pour lutter contre les discriminations raciales en prenant compte des réalités particulières que vivent les personnes des minorités visibles et les Autochtones. Le Québec peut maintenant compter sur la toute première fois de son histoire sur un ministre responsable de la lutte contre le racisme. Je sais qu'il a d'ailleurs pris part à l'événement d'ouverture de la Semaine d'action contre le racisme et qu'il vous a fait part de sa ferme intention de donner suite aux recommandations du groupe d'action contre le racisme. Sachez que Benoît Charette pourra compter sur mon entière collaboration et celle de tous nos collègues. On doit s'assurer que le Québec soit un véritable modèle de société ouverte, accueillante, dans laquelle tous peuvent s'épanouir à leur plein potentiel. Nous allons travailler en ce sens avec tous nos partenaires et la société civile. Nous avons déposé 25 recommandations très concrètes et applicables qui viendront faire la différence, mais ce n'est qu'un début. Comme ministre de l'Immigration, j'aurai aussi la tâche de travailler à appliquer certaines recommandations dans notre plan d'action, notamment en ce qui concerne une meilleure intégration des personnes immigrantes par la reconnaissance des compétences. Avoir un travail à la hauteur de ces compétences, c'est l'une des clés pour se sentir à sa place dans la société qui nous accueille. La thématique de cette année m'interpelle, parce qu'avec l'essor des réseaux sociaux et l'arrivée des téléphones intelligents, les agressions que nous pouvons subir comme personnes racisées sont encore plus présentes dans nos vies. Bien que les choses évoluent dans le bon sens dans nos sociétés, les réseaux sociaux deviennent un canal multiplicateur qui peut décomplexer trop facilement les personnes racistes et qui peut même offrir un couvert d'anonymat aux personnes qui profèrent des propos haineux. Mais de l'autre côté de la médaille, l'ère numérique nous offre aussi des opportunités extraordinaires de sensibilisation et d'échange. Les réseaux sociaux peuvent nous permettre de rejoindre davantage de personnes, de briser l'isolement des personnes qui vivent le racisme. J'ai une pensée pour Joyce Echaquan, qui a diffusé les gestes inacceptables dont elle a été victime. Sa vidéo a provoqué d'ailleurs une onde de choc au Québec et personne n'est resté indifférent. Le numérique vous apporte ses risques et ses opportunités. À nous de lutter contre les effets néfastes et à nous d'en saisir les opportunités. Je voudrais conclure en vous félicitant et en vous remerciant pour la mobilisation et les efforts que vous avez déployés pour avancer dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Vous contribuez à faire du Québec une société toujours meilleure et bravo aux récipiendaires de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Juste avant de passer la parole à Madame Anglade, nous aimerions prendre une petite photo des participants. Donc, je demanderai à tout le monde d'ouvrir leur caméra si possible et je vais laisser le soin à Denitza et Ruben de croquer ce petit moment de l'histoire en pleine période de pandémie. Je pense que c'est important de garder une mémoire que l'on continue à travailler contre le racisme et pour l'égalité des chances. Alors, s'il y a des gens qui ne désirent pas ouvrir leur caméra, c'est bien à vous, mais pour ceux et celles qui le désirent, on va prendre une photo. Je vous laisse le soin, Denitza et Ruben, de nous faire signe, s'il vous plaît, quand ça sera fait. Alors maintenant, je cède la parole à Mme Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Madame Anglade. Merci beaucoup. Alors, merci à la maîtresse de cérémonie. Bonsoir à mes collègues élus. Alors, je salue Emmanuel, il y avait Nadine qui est toujours là, je pense, Jennifer également, Madame la sénatrice que j'ai vue tout à l'heure, Monsieur Ghislain Picard, et puis évidemment Samira et Franz, que j'ai de la difficulté à appeler Franz, que j'appelle Fanfan, hein, Fanfan. Alors, contente de me retrouver parmi vous et de revoir plusieurs visages familiers. L'édition de cette année, évidemment, prend un sens différent, on est en pandémie, et j'aimerais souligner
votre capacité d'avoir maintenu cette semaine, puis de l'avoir fait avec beaucoup de créativité, à transposer les enjeux que l'on a et être créatif pour trouver un moyen d'avoir les bonnes discussions, d'avoir les bons échanges, de s'assurer qu'on soit capable de refléter ce qui se passe sur le terrain en mode virtuel, puis de pouvoir avoir les bonnes conversations. Et ce que je regrette un peu, c'est évidemment, on n'est pas capable de le faire de manière physique. Pourtant, les enjeux dont on parle, c'est là qu'on a besoin d'avoir du monde, de se voir, de se toucher, d'échanger, de comprendre ce que les gens vivent au quotidien avec toute la question, évidemment, de la discrimination et du racisme systémique. J'insiste quand même, et je tiens à le dire ce soir, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et parler de racisme systémique, ce n'est pas juste de la sémantique, c'est de nommer les choses. Et je pense qu'il est important comme société qu'on soit capable de nommer les choses, parce que c'est comme ça que nous avançons. J'ai une pensée, évidemment, pour toutes les personnes qui sont particulièrement marginalisées du fait, évidemment, du fait qu'elles soient racisées. Pensée toute spéciale, évidemment, pour Joyce Echaquan chez nous au Québec, qui a été... Ça a été encore, j'ai envie de dire, encore un autre réveil pour nous, mais j'aimerais rappeler aussi qu'avec le décès de Joyce Echaquan, il y a eu le principe de Joyce qui a été mis de l'avant. Et le premier de ces principes, c'est de reconnaître le racisme systémique. Et quelque part, je pense qu'il faut qu'on prenne note de ça pour faire avancer cet enjeu-là collectivement. La dernière année nous a montré une chose, c'est que si on avait des barrières avant, si on avait des enjeux avant, s'il y avait des failles dans notre système, ces failles sont devenues beaucoup plus apparentes. Les personnes qui étaient vulnérables le sont devenues encore davantage. Je ne pourrais pas ne pas parler de l'enjeu des femmes ici, parce que les femmes racisées ont particulièrement payé le prix de la pandémie et 3 fois plutôt qu'une, parce qu'elles étaient au front, parce qu'elles étaient au front au travail, parce qu'elles étaient au front à la maison, parce qu'elles ont dû quitter leur emploi, parce que c'était des secteurs qui ont été particulièrement touchés. Et je pense qu'il faut saisir toute l'ampleur de ce qui se produit. Et il y a beaucoup d'écrits présentement sur le recul des femmes par rapport à la pandémie. On parle d'une génération de recul à cause de cette pandémie-là par rapport à leur place. Mais pensons aux femmes racisées et à la couche supplémentaire que ça ajoute également dans toutes les discussions que nous avons. Et puis, évidemment, le contexte du numérique qui fait en sorte que les médias sociaux sont de plus en plus violents, haineux. Quelqu'un qui me disait cette semaine, je dis, mais moi, je reçois plein de messages haineux, mais je n'ai pas été élue, alors je ne comprends pas pourquoi je reçois tous ces messages-là. Je dis, parce que ce n'est pas l'apanage des élus seulement, hein, les messages. C'est tout le monde qui les reçoit, les messages. Et je pense qu'il y en a un travail énorme à faire, et heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là pour tenir le phare, pour montrer la direction depuis plus de 20 ans avec cette semaine qui existe et qui nous permet de nous rassembler puis de trouver des solutions concrètes à des enjeux auxquels, comme société, nous faisons face. Alors, j'aimerais vraiment souligner tout le travail qui est fait par chacune des personnes qui est ici ce soir, les gens qui nous écoutez, et vous dire à quel point je suis partie prenante du chemin qu'il nous reste à parcourir. Bien sûr, reconnaître le chemin qui a été fait, mais il reste pas mal de chemin encore à faire et de voir de quelle manière on peut poser des gestes concrets. Ma collègue Jennifer Macaron travaille très fort justement pour amener des propositions en ce sens. Et je ne pourrais pas conclure cet échange avec vous sans souligner, évidemment, l'apport de Marjorie Villefranche, qui va être souligné particulièrement ce soir, de Fadi Daguerre également. Vous remercier d'être les exemples et encore une fois les phares pour nous tous. Alors, merci et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci énormément, Madame Anglade. Nous poursuivons maintenant avec Monsieur Justin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Monsieur Picard. J'ai failli oublier d'allumer mon micro, l'erreur la plus classique depuis un an. Bonsoir à vous toutes et tous.
من الدينومين جيش ويدنماكتي بيهوان دي تسنوشتا يكتا إيش باش عالمتنا نودن تيلانو تشبودن وي مش كماك تجي بونانوت بشيء تونتاوي يكتا ونندل دين جيش تقول تجي تسنوشتا يانو مرويان بيشتي بيهوان. Bonsoir à vous toutes et tous. C'est à mon tour de reconnaître que je suis également en territoire de la nation Kanien'kehá:ka, en fait à quelques minutes à peine de la communauté de Kahnawake. Et c'est toujours extrêmement important de pouvoir mettre en pratique nos propres protocoles. Et évidemment, je veux remercier cette reconnaissance-là aussi. Il y a beaucoup de dignitaires en scène sur mon écran, en face de moi, et je veux vraiment reconnaître tout le monde sans exception. Et je veux en particulier reconnaître Mme Laouni et M. Voltaire comme porte-parole de l'événement pour l'année 2021. Je suis à chaque fois touché par le niveau d'implication et l'énergie que vous mettez dans l'organisation de cette semaine phare de l'année qui met en évidence les inégalités sociales qui touchent évidemment l'ensemble des peuples que nous représentons. Et ça, c'est important de prendre ce moment pour un peu, je dirais, relever l'importance des défis qui se présentent à nous. Et c'est aussi un rappel nécessaire, essentiel, je dirais même, que ça se fasse comme vous le faites depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Et à chaque fois, évidemment, les membres de nos communautés se sentent directement interpellés et se reconnaissent dans les défis qui se présentent à nous tous. Les quelques mots que j'ai prononcés un peu plus tôt en Innu, j'ai fait référence à vous, toutes et tous, en parlant, en référant à un terme qu'on utilise fréquemment dans nos propres conversations et en vous référant à vous toutes et tous comme membres de notre grande famille. Et c'est le réflexe un peu d'inclusion que nous avons toujours pratiqué finalement dans nos contacts avec les personnes autour de nous, quelles que soient leurs origines. Et ça, je pense que c'est, appelons ça un enseignement que nous apportons. Je pense aussi qu'on doit trouver une façon de puiser dans l'histoire, l'histoire qui appartient évidemment au Canada ou au Québec, pour pouvoir s'en inspirer. Et parce qu'on est tout le monde près de Montréal. Montréal a été le site d'un des premiers traités à être signé sur le continent en 1701, le traité de la Grande Paix, qui a vu la réunion d'à peu près 39 de nos nations de différentes origines, au-delà des frontières, pour signer une paix d'amitié avec les colonies françaises à l'époque. Et je crois que l'histoire peut vraiment nous enseigner beaucoup sur les relations qui nous animaient à l'époque. Impossible de référer à cette semaine sans pour moi, là, de vous partager un peu ce que je disais, comme sans doute vous toutes et tous un peu plus tôt cette semaine, l'histoire de Rebecca, une personne d'origine asiatique qui s'est fait insulter, intimider dans le métro de Montréal. Et tout ça me fait dire que le racisme ne discrimine pas. Et je crois que c'est une chose qu'on a appris en cette dernière année troublante, c'est le fait que même la pandémie n'a pas eu raison du racisme. Et ça, c'est également très, très utile de se le rappeler. Quelques-unes de nos invités ont référé à Joyce Echaquan un peu plus tôt, et ça a été pour nous un rappel brutal des défis qui se présentent à nous.
Nous avons tenté d'être très proactifs au niveau de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. On a réfléchi pendant tout l'été de 2020 à ce qu'on pouvait faire pour ajouter notre voix par des gestes concrets au constat que nous faisions tous, un constat d'ailleurs, je dirais, mondial sur le phénomène du racisme. Et on a mis l'épaule à la roue et on a développé un plan qui a été initié par nous et pour nous, et qui met qui nous met comme société devant des défis extrêmement importants, qui nous met également comme société, au pluriel, devant des missions que nous devons accepter, c'est-à-dire trouver la façon de favoriser ces rapprochements-là qui sont tellement, tellement nécessaires aujourd'hui. Le plan que nous avons conçu, développé, on l'a rendu public, et ça c'est très, très ironique, le lendemain de la mort tragique de Joyce Echaquan. Et je pense que c'est finalement l'esprit et la mémoire de Joyce qui nous donne l'énergie nécessaire pour pousser à fond ce plan qui se traduit d'ailleurs par une série de tables rondes qui met en évidence le phénomène du racisme dans différents secteurs qui font partie de notre quotidien, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, évidemment, que ce soit dans nos relations avec l'appareil gouvernemental, avec le monde municipal, avec la situation économique qui met nos communautés très, très en arrière de ce que notre environnement connaît comme croissance économique. Donc, le plan, c'est voulu vraiment un défi qu'on se donne comme société, sans écarter la responsabilité gouvernementale ou politique, mais en même temps, pour que le plan soit un geste d'appropriation naturelle, c'est un plan qui s'adresse à tout le monde, à nous tous et toutes. Et ça, c'est important de se le rappeler parce que le racisme et la discrimination, c'est pas à l'Assemblée nationale. C'est dans nos rues, c'est dans nos quartiers, dans nos municipalités et dans nos villes. C'est là que se vivent ces phénomènes-là. Écoutez, je m'en voudrais de ne pas également souligner en terminant le fait que le racisme, la discrimination et leurs effets transcendent toutes les couches de notre société, tous les secteurs d'activité. Et évidemment, je veux mettre en évidence notamment le récent cas de M. Bouchy en Saskatchewan, qui est tombé sous les balles d'une personne blanche. D'ailleurs, la GRC s'est fait rappeler à l'ordre récemment sur ces manifestations de racisme au sein du service de police. Et donc, ça va très loin. Et je pense qu'on se doit constamment de faire ces rappels-là, que la bataille est loin d'être gagnée, mais la bataille trouvera sûrement en nous des alliés incontournables. Et je pense que c'est ce qui s'avère pour moi l'aspect le plus positif. En terminant, je dirais ceci, c'est que le racisme systémique nécessite des solutions systémiques. Je me suis maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Picard. Je vais céder maintenant la parole à Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci, Mme Arneus, Madame la sénatrice, Madame la ministre Giraud, Monsieur le député, Mesdames députés, chef Picard, chères collaboratrices, Madame Manaï et Madame Pierre, des porte-paroles, permettez-moi aussi de saluer les porte-paroles, Monsieur Franz Volter et Madame Samira Laouni. Bien sûr, je ne peux ne pas saluer nos récipiendaires, Marjorie, Monsieur Daguerre, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir, je m'ennuie de vous, et c'est un honneur vraiment d'être avec vous ce soir pour la cérémonie de clôture de la 22e semaine d'action contre le racisme et pour les égalités des chances. Je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs et les organisatrices de cette soirée et toutes celles et ceux
qui nous ont offert des activités et des espaces privilégiés d'échange et de réflexion dans la dernière semaine. Monsieur Voltaire, Madame Laouni, vous et votre équipe, vous avez offert une programmation dans un contexte de pandémie vraiment très difficile. Vous avez su vous adapter et faire preuve d'une grande résilience. Merci et félicitations, nous avons besoin de vous. Et à tous les partenaires de la Semaine d'Action, vous travaillez tous à tous les jours pour construire une société exempte de racisme et de toute forme de discrimination. Vous travaillez tous, la plupart du temps, bénévolement, à éduquer et à sensibiliser la population et à renforcer le pouvoir d'agir des communautés. Votre travail est essentiel et au nom de la Ville de Montréal, je tiens à vous remercier sincèrement. Merci pour votre engagement sans faille depuis des années à construire un monde meilleur, car il faut garder l'espoir. Alors que nos vies ont été bouleversées par la pandémie et transposées en partie sur les plateformes numériques, la thématique de cette 22e semaine était plus que jamais pertinente. Comment répondre au racisme à l'ère du numérique? On sait que la crise sanitaire a exacerbé, et tout le monde l'a souligné, les inégalités sociales et qu'elle a eu des impacts démesurés et disproportionnés sur certaines communautés et dans certains territoires. La crise sanitaire a également amplifié les tensions sur les médias sociaux. Nous avons la responsabilité collective de nous assurer que toutes et tous puissent avoir accès aux plateformes numériques, comme le soulignait Madame la ministre, et y participer pleinement dans un environnement mais sain et sécuritaire. Car la haine et la violence n'ont tout simplement pas leur place, ni dans le présentiel, ni dans le virtuel, et que nous devons tous agir fermement pour le combattre. Bien sûr qu'une législation plus forte pour contrer les discours haineux et menaçants sur le web sera un pas dans la bonne direction. Je veux également revenir sur les événements de la dernière année. Alors que nos quotidiens se sont vus transformés à cause de la COVID-19, la société dans son ensemble a vécu une prise de conscience importante. Évidemment, la lutte contre le racisme ne date pas d'hier. D'ailleurs, la Ville de Montréal avait adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale dès 1989. Mais des événements terribles récents nous ont démontré que le racisme et les discriminations existent, malheureusement encore au sein de nos institutions comme dans toute la société. Bien sûr que les décès tragiques de George Floyd aux États-Unis et de Joyce Echaquan chez nous ont frappés, nous ont touchés profondément et collectivement. Je pense également à l'augmentation de crimes haineux et d'actes racistes envers les communautés asiatiques depuis le début de la pandémie ou à l'attaque antisémite qui a ciblé la congrégation Shar HaShomayah à Westmount en janvier dernier. Et je pense aussi au terrible attentat islamophobe de la Grande Mosquée du Québec qui a bouleversé tout le monde en 2017. Il faut se rappeler. Ce sont des gestes et des attaques qui n'ont pas leur place dans notre société et nous devons les condamner à répétition et sans réserve. Je ne peux pas d'ailleurs garder sous silence la mobilisation citoyenne qui est la grande force de Montréal. On a pu constater la force du nombre dans les rues de la métropole. C'est aussi grâce à la mobilisation de jeunes citoyennes et citoyens que l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, a mené une grande consultation publique sur le racisme et les discriminations systémiques à la ville. À la suite de cette consultation, nous avons maintenant une feuille de route très claire pour opérer des transformations structurantes, profondes à la ville, et nous sommes fermement engagés à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations de l'OCPE. D'ailleurs, en tant que responsable de la culture, c'est mon dossier au comité exécutif, j'ai débuté le travail avec nos services sur chacune des recommandations, ligne par ligne, pour s'assurer qu'une plus grande inclusion, diversité et représentativité dans les arts et la culture soient présentes. Chose certaine, nous sommes fermement déterminés à poursuivre le travail afin que les personnes issues de toutes les diversités soient mieux représentées à la ville,
soient incluses à tous les niveaux de la fonction publique, qu'elles se sentent en sécurité dans l'espace public et qu'elles puissent vivre dignement et s'épanouir pleinement. Nous avons d'ailleurs tout récemment mis en place le Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, une première dans l'histoire de Montréal. Et pour conclure, j'ai l'honneur de céder la parole à notre toute première commissaire, Mme Boshra Manahi, qui développera avec son équipe un plan d'action transversal et qui accompagnera l'appareil municipal dans sa transformation organisationnelle. Nous sommes vraiment choyés à la ville de pouvoir compter sur Boshra, moi je me permets de la nommer Boshra, qui démontre depuis son entrée en poste sa capacité de bâtir des ponts et de mener à bien cette complexe discussion qui changera la ville pour du bon. C'est seulement ensemble que nous pouvons construire une société plus juste et inclusive. Merci et bonne soirée et félicitations aux récipiendaires. Merci à vous, Mme Popianou. Je cède maintenant la parole à la commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique, Mme Boshra Manahi. Alors, bonsoir à toutes et tous. Monsieur Picard, messieurs, dames les élus, messieurs, dames les élus et collègues du niveau municipal, Madame Pierre, à tous mes collègues qui sont présents ce soir et à toutes les citoyennes et citoyens qui prennent le temps de nous écouter un mercredi soir alors qu'ils pourraient passer leur temps en famille à profiter et à avoir du plaisir en famille. Sachez que pour moi, c'est vraiment un immense plaisir de participer à cette clôture parce que, et j'avais envie de commencer par une anecdote, je vais tenir mon temps, ne t'inquiète pas Erika. J'avais envie de commencer par vous raconter qu'il y a 12 ans, je figurais parmi une cohorte de jeunes arrivés à Montréal pour réaliser dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme des actions et faire du réseautage pour mieux saisir ces questions-là. Alors, avec mes amis français qui étaient racisés ou pas, nous avons réalisé des actions de vulgarisation aux médias. Vous pourrez me dire, ça n'a peut-être pas marché, et notamment aussi par les arts. Nos esprits avaient été beaucoup challengés par et avec l'équipe du sociologue Christopher McCall à l'époque. Et dans cette cohorte, c'est toute une génération d'antiracistes, de personnes sensibilisées sur les discriminations et qui travaillent aujourd'hui dans plusieurs institutions et organisations de notre ville et de notre province que j'ai eu en fait le plaisir de côtoyer, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et je suis très fière que la SACRE ait participé à ma propre formation, à l'aiguisage de tous ces mots qui sont venus mettre pour moi une lumière sur des formes de violence que je vivais comme femme et comme femme racisée. Merci à Alix Laurent et à notre illustre Franz Voltaire qui mène évidemment avec le syndicat cette SACRE, cette semaine d'action contre le racisme, comme on traite avec bienveillance une école. Oui, la SACRE, c'est à travers les années devenu un lien entre des organisations, c'est un réseau et c'est une formation pour que notre société et notre ville se responsabilisent. D'année en année, merci d'avoir porté la diversité et sa complexité, parce qu'il y a une complexité dans les diverses formes de racialisation, notamment en collaborant depuis quelques années avec Madame Laoumi. Aujourd'hui, je suis très fière d'être présente, donc, après ces 12 ans, d'être parmi vous à titre de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à la ville de Montréal. Je suis d'autant plus fière que je finalise présentement la composition de l'équipe qui m'accompagnera dans cette aventure, on peut le dire, peu ordinaire, de transformation organisationnelle de l'administration municipale. Vous le savez, les enjeux vécus par une large partie des Montréalais dans l'accès au logement pour qu'ils se retrouvent, par exemple, dans la représentation politique ou encore dans la programmation culturelle de notre métropole, ou encore dans le rapport de service à la police face aux contrôleurs et nouveaux constables dans les services de transport, dans l'employabilité et l'accès à des milieux de travail exempts de racisme et de discrimination. Tous ces éléments ont été discutés lors de la consultation publique gérée par l'Office de consultation publique de Montréal. Et le rôle du bureau est évidemment de mettre la lumière sur ces discriminations, sur ces pratiques inégalitaires, et je fais bien exprès de parler de pratiques inégalitaires et discriminatoires, parce que la seule façon de s'assurer que les Montréalais vivent équitablement leur urbanité et leur rapport au service public, c'est d'incarner comme institution, comme administration, cette vision inclusive. Donc, il faut reconnaître, nous l'avons fait,
nous devons maintenant incarner et oser transformer. Et c'est ce que nous ferons en équipe avec toutes les unités d'affaires de la ville, allant de la culture, comme l'a bien évoqué Madame Popeanu, puis je confirme que la culture travaille super fort, mais aussi aux ressources humaines, en passant par le SPVM ou encore le service d'incendie de la ville, entre autres services inclus, mais également aussi en alliant une approche territoriale qui me tient beaucoup à cœur, parce que si nous ne transformons pas aussi les pratiques des arrondissements, donc de ceux qui sont le plus proches des citoyens, eh bien, en fait, cette transformation ne restera que vaine ou ne sera qu'un vœu pieux. Vous le savez, les 38 recommandations touchent beaucoup d'enjeux, s'enchevêtrent dans des systèmes qui sont diversifiés et évidemment interdépendants, et le travail du bureau ne pourra être satisfaisant que si toute l'administration prend sa responsabilité, accompagnée par nous, pour être au diapason de tous les mouvements sociaux qui demandent juste l'équité et la justice. Et que si toute la communauté montréalaise sent que ses droits sont respectés et sent que sa sécurité est opérée dans cette ville. Aux deux récipiendaires, j'ai envie de dire un petit mot particulier. J'ai eu le plaisir de les rencontrer tous les deux lors de mes recherches et de mes travaux de recherche. J'ai envie de dire bravo. Je te félicite, Marjorie, pour ton énergie infatigable qui participe à une collectivité michelloise et montréalaise. Et je te félicite, Fadi, pour ta vision, ton authenticité et ton engagement à toujours améliorer les institutions. Bravo à l'équipe de la SACRE et mille merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Merci à vous, Madame Manaï. Nous allons terminer les allocutions de cette cérémonie avec Madame Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat charte de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Madame Pierre. Merci infiniment, Madame Alméus, pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous, Madame la ministre, Madame Giraud, Madame Anglade, Madame Mégy, la sénatrice, Magda, Madame Popeanu, alors j'ai l'habitude de l'appeler Magda, ainsi que Bouchra, et distingué Monsieur Dubourg. Bonsoir, ça fait vraiment plaisir de vous voir, et distingués invités. Mes salutations également aux récipiendaires, donc Madame Villefranche, Marjorie, ainsi que Fadi Daguerre. Donc, très heureuse que vous soyez avec nous. Alors, la lutte contre le racisme, et j'ai oublié un distingué invité que j'avais sur ma liste en priorité par ailleurs, Monsieur Picard. Bonsoir, très heureuse de vous avoir également là autour de cette table pour discuter d'enjeux qui sont très préoccupants pour nos sociétés. Alors, la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, ainsi que le droit à l'égalité, sont au cœur des préoccupations de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le racisme, tout comme le profilage racial qui en est une déclinaison de ce racisme, sont des dénis des droits. Alors, parler du racisme, c'est également parler des droits de la personne. Alors, le contexte de la semaine d'action contre le racisme offre évidemment une belle occasion pour discuter des enjeux importants, et j'ajouterai également qu'il y a d'autres événements à travers, à l'échelle internationale, par exemple, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui offre aussi un cadre pour parler du racisme systémique. La Commission l'a maintes fois rappelé, l'analyse de la discrimination exige que l'on tienne compte des conditions sociales, historiques, politiques et économiques qui ont permis la mise en place et la reproduction des systèmes discriminatoires actuels. Il s'agit notamment de prendre en compte le contexte social, la réalité historique et sa narration, les rapports de pouvoir inégalitaires et les rapports de domination. On oublie souvent cet élément-là lorsqu'on parle du racisme, parce qu'au cœur du racisme, il y a une question d'inégalité des pouvoirs. Alors, il faut parler de ces rapports qui sont inégalitaires et ces rapports de domination qui permettent au racisme de continuer à se manifester dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'emploi, que ce soit le domaine de la sécurité publique, que ce soit l'éducation ou d'autres domaines de la société civile. Et je dirais également, comme l'ont mentionné les personnes qui ont pris la parole avant moi, la crise sanitaire, donc COVID-19, une crise sans précédent, a amplifié les inégalités. Et ces inégalités, elles sont structurelles.
il existe encore des disparités sociales et économiques auxquelles sont confrontés les peuples autochtones, les communautés immigrantes en situation de vulnérabilité, les communautés racisées, les communautés noires, ainsi que d'autres populations vulnérables. Nous l'avons vu, par exemple, les personnes handicapées. Donc, il est important d'avoir une approche et de poser un cadre d'analyse intersectionnel pour bien comprendre, pour bien appréhender les obstacles auxquels font face ces groupes vulnérables, racisés, mais également les peuples autochtones. Parler de racisme implique également que l'on réfère à la question des inégalités sociales et raciales et à leur reproduction dans la société. Parler de racisme conduit inexorablement à la question coloniale et à ses effets contemporains. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Collectivement, nous n'avons jamais eu autant de droits et pourtant les inégalités sont encore ostensibles et les manifestations de racisme ne tarissent pas. Ce constat impose que les institutions portent une attention renouvelée dans leur politique publique, en tenant compte qu'elles sont également traversées par des rapports sociaux qui évoluent aussi au sein de notre société. Alors, pour comprendre de quelle façon la discrimination systémique s'est cristallisée au sein des institutions à travers des normes, à travers des politiques, des pratiques également héritées du passé, puis corriger ces normes politiques et pratiques discriminatoires qui persistent encore aujourd'hui. Il est important de situer ces enjeux relatifs au racisme systémique et à la discrimination vécue par les communautés racisées, les peuples autochtones dans leur contexte socio-historique. La Commission insiste, par exemple, sur l'importance, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'adopter une approche intersectionnelle. Cette grille d'analyse permet de prendre en compte les diverses interactions que peuvent avoir différents facteurs de discrimination dans une même situation. Bouchra l'a mentionné tout à l'heure, si on est femme, on est racisé, on est issu d'une communauté noire, donc il y a cette superposition de discrimination dans le vécu des gens, dans leur quotidien, qui fait en sorte que ces obstacles sont exacerbés. Alors voilà, la Commission insiste donc sur cette importance de l'analyse intersectionnelle, tant du point de vue de politique publique que dans les programmes gouvernementaux, par exemple, pour bien comprendre, bien appréhender les difficultés auxquelles font face les minorités. Et voilà, la Commission recommande d'ailleurs une politique, et ça, on n'insistera jamais suffisamment, une politique nationale de lutte contre le racisme et la discrimination systémique qui tient compte des réalités particulières que vivent les personnes autochtones, les personnes racisées et les personnes immigrantes également. Alors, les obstacles systémiques discriminatoires persistent également dans nos sociétés, à l'endroit même des personnes qui sont nées ici, qui sont natifs du Québec, des jeunes, par exemple, issus des communautés racisées, des jeunes des communautés noires de deuxième, troisième, parfois même quatrième génération, qui sont encore malheureusement confrontés à un taux de chômage plus élevé. Et on ne réfère pas à une histoire d'immigration, on parle de jeunes natifs, donc qui ont été scolarisés dans le système québécois ou canadien. Et malheureusement, lorsque ces jeunes arrivent sur le marché du travail, on se rend compte qu'ils sont encore confrontés à un taux de chômage plus élevé et à des obstacles systémiques dans le domaine de l'emploi. L'élimination de la discrimination raciale en emploi doit donc s'accompagner d'un changement en profondeur de culture organisationnelle, notamment, par exemple, dans le domaine de la sécurité publique. Également, il faut porter une attention particulière aux difficultés et aussi aux pratiques discriminatoires. Et cela passe par une révision, par exemple dans le domaine de l'emploi, du système d'emploi et à tous les paliers de gouvernement dans des organismes publics et prendre en compte des approches systémiques, intersectionnelles de la discrimination et du racisme, et ce, à tous les niveaux, donc par exemple dans le domaine de l'emploi, de la dotation, l'embauche, mais aussi les questions de promotion. Souvent, par exemple, lorsqu'on parle du programme d'accès à l'égalité en emploi qui vise à corriger les situations de discrimination systémique dans le domaine de l'emploi, on oublie la question de la promotion.
Le programme fait appel aussi à prendre en considération la progression en emploi. Donc, pas uniquement une représentativité numérique, mais s'assurer que les personnes qui occupent des postes ont de réelles chances d'accéder à des postes supérieurs. Et je vais insister avant de terminer sur un élément qui m'apparaît vraiment important, c'est de s'assurer que dans les corps décisionnels, peu importe le palier de gouvernement, et également dans les entreprises privées, qu'il y ait ce reflet de la diversité sociétale. C'est-à-dire dans les postes décisionnels où l'on décide des orientations, où l'on décide, par exemple, des priorités gouvernementales, là où on injecte ou pas des enveloppes budgétaires, il faut qu'il y ait ce reflet de la diversité et s'assurer que cette représentativité dont on parle se retrouve à tous les échelons. Et j'insisterai vraiment que les corps décisionnels, que ce soit dans l'administration publique, soient représentatifs de la diversité, s'assurer qu'il y ait des femmes issues des minorités racisées, qu'il y ait des jeunes issus de ces communautés, qu'il y ait des personnes issues des communautés autochtones qui participent également à l'élaboration de ces politiques, à l'identification des priorisations et des orientations gouvernementales. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Pierre. Nous allons continuer cette cérémonie avec la remise du prix de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Ce prix est donc remis à 2 personnes dont on peut reconnaître l'apport remarquable dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Alors, pour le premier prix, j'inviterai M. Emmanuel Dubourg, député fédéral de la circonscription de Bourassa, à remettre le prix à Mme Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti. Monsieur Dubourg. Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie. Écoutez, c'est tout un honneur pour moi de pouvoir remettre ce prix à Madame Marjorie Villefranche. Je disais dans mon discours, avec Marjorie, nous avons travaillé énormément ensemble alors que j'étais député de Viau. Et le travail que fait Marjorie, la Maison d'Haïti, c'est exceptionnel et ça touche toutes les communautés vraiment. Et d'année après année, on voit ce qu'apporte Marjorie, la Maison d'Haïti, aux citoyens, non seulement de Saint-Michel, mais de tout Montréal. Je veux souligner en particulier le travail extraordinaire qu'a fait Marjorie à la suite du tremblement de terre en Haïti en 2010, alors que tous les citoyens, tout le monde se dirigeait vers la petite Maison d'Haïti de l'époque. Or, aujourd'hui, grâce à son travail aussi, le conseil d'administration, maintenant, on a une Maison d'Haïti encore plus accueillante. Écoutez, je pourrais continuer pour dire tout ce que Marjorie fait. Et ce n'est pas seulement à Montréal, au Québec, mais à Ottawa, nous faisons souvent appel à Marjorie dans les dossiers d'immigration. Le Premier ministre du Canada lui-même prend contact avec Madame Marjorie Villefranche de façon à diriger ses actions. Donc, mesdames, messieurs, il me fait un grand honneur de pouvoir décerner le prix SACR, donc le SAC 2021, à Madame Marjorie Villefranche. Toutes mes félicitations. Madame Villefranche, quelques mots. Alors, Monsieur Picard, Madame Mégy, Monsieur Dubourg, Madame Giraud, Madame Anglade, Madame Boschramanaï, Madame Bopéanou, Madame Pierre, je vous salue et je suis très honorée de recevoir ce prix en binôme avec une personne très inspirante. Je félicite Fadi Daguerre, que je connais depuis bien longtemps pour l'avoir côtoyé et lutter avec lui contre la discrimination, le profilage pour le respect des droits dans le quartier Saint-Michel. Je remercie les organisateurs de la Semaine d'action contre le racisme, France Voltaire et Samira Laouni. Mesdames et messieurs, j'ai en main une plaque que vous avez vue, mais là, je l'ai en main, là.
J'ai en main cette plaque de reconnaissance, mais je dois vous annoncer quelque chose. Ce n'est pas terminé. Je n'ai pas fini. Objectif non encore atteint. Quand on parle de la défense des droits des femmes et du combat contre le racisme et la discrimination, ce n'est pas fini. Quand on parle de mon travail avec les jeunes et de mon combat contre le profilage racial, ce n'est pas fini. Quand on parle de mon travail pour défendre les droits des immigrants et des demandeurs d'asile, ce n'est pas fini. Petites avancées, mini-progrès, un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais vous savez, ça fait 40 ans que je travaille dans le communautaire, 45 ans pour être plus précise. Et sur le terrain, je ne me décourage pas, bien au contraire. À l'heure où la plupart des personnes de ma génération aspirent au repos, je suis persuadée que je n'ai pas ce luxe. Les jeunes ont tellement besoin de notre expérience et de notre mémoire. Devant ce monde étrange qui se profile, ce monde dont on ne connaît pas encore les contours depuis la pandémie, on ne peut pas se reposer. Le racisme, la discrimination sont encore bien présents dans nos sociétés. Le Québec n'y échappe pas, quoi qu'on en dise, malgré les mots qu'on ne veut pas dire. Les mots ont tout leur sens. Nous le savons bien et Dominique l'a bien dit, les mots ont un sens. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Un monde à réparer pour les jeunes générations qui suivront. Un monde plus juste, plus égalitaire, exempt de racisme, de discrimination. Nous avons aussi une planète à réparer, à préserver. Nos jeunes ont leur place à faire dans cette société, une place qui leur revient de plein droit, sans discrimination, sans racisme. Les femmes racialisées ont encore à lutter contre toutes les formes de discrimination. Et vous savez, parmi ces formes, la violence est une des manifestations les plus détestables de cette discrimination. Et ce n'est pas fini, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas fini, ce n'est pas terminé. Les personnes immigrantes et les nouveaux arrivants aussi ont des luttes à mener. Je suis fière d'accepter ce prix qui a mis, je dois le dire, 12 mois à me parvenir à cause de la pandémie. Mais vous savez, je ne suis pas pressée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fait 45 ans que je suis là et je n'ai pas fini. Quelle drôle d'idée de me décerner ce prix pour avoir tout simplement fait mon travail. C'est amusant d'être félicitée et honorée, mais vous n'avez pas fini de me voir, car vous savez comme moi ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe actuellement dans le monde. La montée du racisme contre les autochtones, les Noirs, les Asiatiques, contre les personnes juives, la montée de la violence et des féminicides, ce n'est pas fini. La montée des mouvements d'extrême droite exacerbée par un argent orange qui en seulement 4 ans a réussi à manipuler les esprits, et pas seulement les habitants de son pays, mais de plusieurs régions de la planète. Vous n'avez pas fini de me voir. Le travail communautaire est un travail dont on ne parle pas en général. Il est silencieux et profond. Un travail qui sauve et transforme des vies, mais qui se fait en silence, hors des éclairages et des caméras. J'accepte ce prix au nom de toutes ces personnes, de tous ces travailleurs et travailleuses de l'ombre. Merci beaucoup. Mes félicitations, Madame Villefranche. Merci. Nous allons maintenant passer à la remise du 2e prix. Alors, j'invite Madame Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec, à remettre ce prix à Monsieur Fadi Daguerre, directeur de la police de Longueuil. Madame Anglade. C'est un honneur pour moi de remettre ce prix. Je vais peut-être débuter en félicitant Marjorie et en lui disant que je suis très contente qu'on n'ait pas fini de l'avoir. Très heureuse de ça, parce que le monde a besoin de plus de Marjorie Villefranche. Mais le monde a aussi besoin de plus de Fadi Daguerre, il faut se le dire. Et le prix, qui est remis maintenant depuis 33 ans, honore des citoyens qui font en sorte que leurs communautés sont plus harmonieuses, sont plus solidaires. Et M. Daguerre, aujourd'hui, il est honoré dans un prix coup de cœur. Un prix coup de cœur, ça veut dire qu'on marque au-delà des esprits, on marque les gens profondément. Et le projet de l'initiative, le projet Immersion, dont on a beaucoup entendu parler, a marqué le cœur et l'esprit de nombreux Québécois. Et moi, je sais, je suis députée d'abord et avant tout de Saint-Henri-Sainte-Anne, que dans mon propre comté, on est venu m'en parler. Hein? Je ne suis pas à Longueuil, là. Et on est venu me parler des initiatives
qui avait lieu. Alors pour moi, c'est un grand honneur de remettre ce prix à M. Fadi Daguerre en reconnaissance de sa lutte efficace contre le profilage racial et social, ainsi que de son approche communautaire du travail policier dans le but d'instaurer un modèle de police de concertation. Fadi, merci pour le travail accompli. Merci de faire en sorte que notre monde est meilleur pour nous tous ici et pour tous nos enfants, tous ceux qui nous suivent et qui ont besoin d'avoir une inspiration et de sentir qu'il y a une voie tracée pour eux. Merci infiniment. Félicitations. Félicitations, M. Daguerre. La parole est à vous. Oui, oui, un petit mot. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez, je suis très, très ému. Là, je ne sais pas par où commencer parce que là, ça ne paraît pas peut-être, mais en dessous de ma chemise, je tremble. Je suis très ému. Beaucoup d'émotions. Madame, écoutez, Madame Anglade, merci beaucoup pour la présentation. Distingués invités, vous êtes tous salués. Marjorie, je la connais, Marjorie, depuis je ne sais pas combien d'années. C'est incroyable. En 2005, on a commencé une aventure ensemble. Et Emmanuel, tu as tellement raison. Ce qu'elle a fait en 2010, moi, j'étais directement témoin. Je n'ai jamais vu une telle énergie. Et savoir qu'elle est encore là et qu'elle va rester là après 45 ans. Moi, j'ai 30 ans. Je pense que je vais devoir continuer encore. Je n'ai pas le choix, là. Alors, écoutez... J'ai reçu quelques prix dans ma carrière après 30 ans, mais celui-là est extrêmement, extrêmement touchant. Ça me touche envers mes amis africains, envers mes propres enfants, envers mes enfants que j'ai nommés des noms plus européens pour pas qu'ils se fassent discriminer. Donc, c'est très, très, très enraciné en moi. C'est tout ce qui est le combat contre le racisme, comme la discrimination. C'est même pas une mission. Puis les gens que vous êtes tous ici parmi nous, c'est même pas une mission, c'est une cause. Quand je regarde l'histoire de Mandela, de Martin Luther King, ce sont des gens qui ont traversé l'histoire parce qu'ils avaient une cause. Et je pense que peu importe les gouvernements qui sont en place, peu importe les mouvements qui se passent, cette cause-là passe à travers des décennies. Je ne vais pas trop parler parce que je suis très ému, mais je vais vous laisser un petit mot qui vous concerne tous. Et considérez-vous touché par ces mots-là. Puis, je m'adresse aussi à Samira Laouni et à Franz Voltaire, que je connais depuis plusieurs années. Alors, Amin Maalouf, c'est mon idole écrivain libanais. Okay? Puis, je suis d'origine libanaise, mais je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et il disait, je ne suis pas de ceux qui observent l'obscurité, je suis de ceux qui allument des bougies. Nous sommes tous des bougies ce soir et j'ose espérer qu'on va continuer à en allumer d'autres et que notre flamme va continuer à passer à travers cet moment difficile. Alors, je m'excuse. Voilà, merci beaucoup. C'est très, très touchant. J'apprécie énormément. Merci à vous, M. Daguerre, et félicitations. Est-ce que, Madame la maîtresse d'une cérémonie, vous me permettrez un petit accro au protocole? Je vous donne 30 secondes. Parce que Fadi a dit quelque chose, parce qu'il parlait d'Amin Maalouf, qui est sans doute un de mes auteurs préférés. Et cette phrase que j'aime rappeler dès que j'ai l'occasion, parce qu'elle m'a marqué énormément, il dit que la terre d'accueil n'est ni une page blanche, ni une page achevée, mais une page en train de s'écrire. Oui, oui, et elle nous accompagne quotidiennement, cette page-là. Et lorsque vous l'avez mentionné, je ne pouvais pas ne pas faire un coup de chapeau aussi à Amin Maalouf. Voilà, 30 secondes. Merci du respect du temps, Mme Anglade. Apprécié. Je cède maintenant la parole à Mme Samira Laouni et M. Franz Voltaire, respectivement, coordonnatrice de la semaine et présidente de la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. On débute avec Mme Laouni. Distingués invités, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons pris quelques temps de retard. Je vais essayer d'être vraiment brève dans mon allocution, excusez.
parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais et surtout qu'il y a un cancer qui suit par la suite. Donc, je ne pourrais pas passer la parole à M. Franz Volter avant d'abord de remercier nos partenaires officiels, le Patrimoine Canada, ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration, la Ville de Montréal, la CSN, et puis nos partenaires aussi communautaires et ambassadeurs de la SACRE, le Conseil interculturel de Montréal, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l'INRS, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, le Cabaret de la diversité à Rimouski et le corps Communication, ouverture et rapprochement interculturel. Nos partenaires de travail Paradesign, communication et rédaction sur mesure, nos bénévoles qui sont eux, on ne pourra pas être là. Et pour la clôture de cette 22e édition de la SACRE, je vous dirais que tout le monde constate l'extrême polarisation sociale, non seulement entre des groupes opposés, adversaires, mais même à l'intérieur de groupes que tout devrait unir. Cette polarisation est atrocement nuisible. Elle creuse encore davantage le fossé entre les différents clans. Elle est circulaire comme le chien qui se mord la queue, d'ailleurs, parce que les médias sociaux aggravent la polarisation et la polarisation exacerbe la haine numérique. En effet, les médias sociaux donnent la parole à une minorité frustrée. Les attaques d'un racisme obscène, attaquant des femmes et des hommes politiques, des journalistes. Par exemple, tout récemment, on a appris la démission du maire de Pierreville à cause de propos homophobes. La colère de Paul Larocque, de TVA, à cause du message raciste au sujet de sa conjointe. Tous ces messages-là doivent cesser. Et même le Premier ministre a fait une sortie pour déplorer les insultes, l'intimidation et le manque de respect de certains pissous virtuels. Il a annoncé qu'il va dorénavant faire le ménage pour éliminer les commentaires haineux dans sa propre page à lui. Donc cela exige de nous collectivement et individuellement, je pense, que nous nous levions pour dire tolérance zéro. Par ailleurs, c'est grâce aussi aux médias sociaux que le monde entier a appris de façon instantanée la mort atroce de George Floyd, de Joyce Echaquan, l'arrestation erronée de Mamadi Farah Camara. C'est aussi grâce aux médias sociaux que des jeunes Québécois militent aujourd'hui dans le mois de l'histoire des Noirs, au Black Lives Matter, etc. Et donc, on ne peut pas souhaiter leur disparition, qui de toute façon serait impossible. Eh bien oui, il faut absolument baliser ces médias sociaux. Juste pour parler de médias sociaux, juste pour vous donner une idée, une petite synthèse, c'est que depuis le début du mois de mars, la SACRE a attiré plus de 7500 personnes sur sa page Facebook. Les vidéos des conférences diffusées en direct sur le réseau social ont été vues par plus de 2600 personnes. Et finalement, les événements de la SACRE ont retenti dans les oreilles de plus de 17 000 Québécois et Québécoises, rejoints autant par les médias sociaux que par la radio et les journaux. Un communiqué de presse sera communiqué demain matin, dans la matinée. Pour ma part, toute mon allocution sera postée sur le site web de la SACRE. Et pour conclure, moi je dirais que dans nos luttes aux différentes injustices sociales, cessons d'atermoyer, de faire des débats sémantiques, racisme, discrimination, institutionnelle, systémique, intersectionnelle, etc. Nous en sommes rendus à appliquer les traitements selon les diagnostics déjà posés. Mélissa Molène depuis proposait de prendre un temps d'arrêt pour défaire la grosse boule de l'air tout emmêlée, car on ne peut pas la jeter. S'il y a une volonté réelle, aussi bien des citoyens que du gouvernement, de construire un Québec exempt de racisme, de discrimination systémique, de haine, il faudrait revoir la définition de l'identité québécoise en revenant au temps zéro de la construction de notre nation, comme le disait Samian tout récemment, la semaine dernière, c'est-à-dire au début de l'humanisation de ce territoire. Je vous remercie et je passe la parole à M. Volter. Merci beaucoup, Samira. D'abord, je saluerai très brièvement tous nos dignitaires, M. Dubourg, Madame la sénatrice Mégy, Madame Giraud, M. Picard, enfin Madame Pierre, Bochra,
je l'appelle Bouchra parce que, comme on dit, on s'est toujours bien entendu quand elle était à Montréal-Nord, mais bien avant cela, peut-être qu'elle ne se rappelle pas, mais elle a souligné le fait qu'elle était venue avec toute une délégation française il y a plus de 12 ans. En fait, quand le syndicat s'est constitué il y a 38 ans, notre première action a été un grand colloque parce qu'on sentait venir, c'était en 1984, que les débats futurs allaient se poser. C'était le débat autour d'ethnicité, racisme et société. Et donc, depuis lors, on a publié un certain nombre d'ouvrages, on a animé des colloques, et aujourd'hui encore, je dois remercier Alix Laurent, mon collègue, ami, qui était dès le début au syndicat et après à Image Interculturelle, qui a été celui qui a poussé à la création de la Semaine d'action contre le racisme. Eh bien, 22 ans plus tard, on est là parce qu'effectivement, on est dans un marathon. On n'est pas dans une course de 100 mètres. Les questions, quelqu'un me l'a posé l'autre jour, il me dit, t'es encore face à tout cela, et je souligne, et je lui dis en riant, je dis, vous savez, j'ai passé un pacte avec le combat, pas avec la victoire. Et donc, on est obligé de continuer ce combat pour la dignité des êtres humains, pour mettre fin à cette idéologie néfaste qui s'est constituée il y a un peu plus de 500 ans avec la conquête des Amériques mal nommée, avec la traite négrière. Et depuis lors, il y a une hiérarchisation qu'on a construite entre les êtres humains. Aujourd'hui, comme le dit Valérie, que nos civilisations se rendent compte qu'elles sont mortelles. Et face à des dangers imminents, à des dangers qui sont pour les prochaines années, que ce soit les changements climatiques, que ce soit des problèmes de futures pandémies, puisqu'on vit cette contrainte énorme qu'est la pandémie. On oublie, moi comme historien, je me rappelle que ces pandémies qui venaient chaque 100 ans, aujourd'hui s'accentuent. Parce qu'effectivement, nous avons détruit en grande partie cette planète. Il nous faut revoir nos façons de nous comporter, il nous faut revoir nos façons de faire et faire appel à cette grande sagesse des Premières Nations. Et donc, aujourd'hui, il est important de penser qu'il faut réorganiser la société autrement, c'est-à-dire mettre fin à tout cela, alors que l'on voit, et ça c'est l'autre moitié du verre, on voit proliférer des discours haineux un peu partout dans cette ère numérique et nous ne savons pas ce qui pourrait aller et ce qui pourrait être aussi aller vers le suicide. Alors je reviens pour terminer, pour dire cette semaine n'aurait pas pu avoir lieu sans nos commanditaires certainement, mais surtout je tiens à remercier deux personnes en particulier. Je tiens à remercier Samira Laouni pour son rôle comme coordonnatrice de la SAC. Je tiens à remercier Ruben Paredes. Ces deux personnes, et il y en a d'autres, je ne peux pas les remercier tous ceux qui sont en arrière, qui font ce travail magnifique. Ils sont tous dévoués à ce travail de combattre le racisme, mais aussi à pouvoir tisser des ponts entre les communautés. Nous avions dès le départ voulu que la semaine d'action contre le racisme tisse des ponts. Et aujourd'hui, avec cette clôture, nous voyons que la semaine d'action contre le racisme a eu lieu en France avec notamment un personnage de premier plan qui est Liliane Thuram, qui est l'ancien champion du monde de l'équipe de France, avec Catherine Blondeau, qui est directrice du théâtre de Nantes. On a eu des activités à la fois en Guadeloupe et même avec les afro-descendants. Donc, la semaine d'action contre le racisme est là pour durer. On vous invite à la 23e édition l'année prochaine. Et je termine en saluant Madame Marjorie Villefranche, avec qui on travaille depuis des années, et Monsieur Daguerre. Ce sont deux exemples pour notre communauté montréalaise. Merci énormément, Monsieur Voltaire, pour vos bons mots. Nous allons maintenant passer à la portion musicale de cette cérémonie. Et il me fait très plaisir de vous présenter les deux artistes pour ce soir, Samian en première partie, ainsi que Monsieur Michael Farkas. Donc, il me fait plaisir de prendre le temps de présenter leur biographie. Originaire de Picogan, petite communauté autochtone en Abitibi-Témiscamingue, Samian a conquis en portant fièrement ses couleurs, celles de tout un peuple,
pour lequel il revendique respect et reconnaissance. Découvert en 2004 grâce au projet Wapikoni Mobile, il a depuis sorti 4 albums, dont l'un, Face à la musique, a remporté un Félix au Gala de la Disque pour l'album hip-hop de l'année. Il s'est produit en spectacle partout au Canada et dans plus d'une dizaine de pays à travers le monde. En février 2016, il fut lauréat du prestigieux prix Artistes pour la paix, reconnu à travers le Canada. Samian a fait ses débuts au grand écran dans le film Roche-Papier-Ciseaux, aux côtés de Roy Dupuis. Et il a ensuite apparu dans le film Scratch et Chasse-Galerie. Donc, pour Samian et pour M. Michael Farkas, M. Farkas, très bien connu dans la communauté afrodescendante, est un passionné de l'histoire des Noirs. Président du Mois de l'Histoire des Noirs, il consacre la plus grande partie de son temps à sa communauté pour insuffler de nouvelles idées, pour mettre sur pied des projets qui ont pour mission d'offrir un monde meilleur aux générations présentes et futures. M. Farkas est auteur, compositeur, interprète et a fait 4 albums sur le nom du groupe Heart, Hand and Soul, disponible en ligne. Alors, il me fait plaisir de céder le micro pour quelques instants à M. Samian. Merci. Merci, c'était bien. Ça marche? Vous m'entendez? Génial. Alors, je vais vous péter les oreilles un peu, moi. Non, c'est vrai, je vais reprendre ce coup pour là. Mais juste avant, c'est un truc que je viens d'enregistrer la semaine dernière. Je faisais justement, je parlais beaucoup d'identité autant avec des jeunes autochtones, il y a beaucoup de conscientisation à faire et je vois une jeunesse extrêmement curieuse par rapport à l'histoire et ça me remet toujours en question où est-ce que l'histoire commence. Et en tant que métis, je crois que ayant eu une enfance, j'ai grandi sur une réserve indienne, mais ayant eu une enfance où sur la réserve indienne, les jeunes ne m'acceptaient pas ou me frappaient parce que j'étais un blanc pour eux. Et quand j'allais chez mon père en ville, c'était la même chose. Les enfants me frappaient parce que j'étais un Amérindien pour eux. Et il y avait toute cette quête identitaire-là qui s'est développée à travers l'écriture, à travers l'art, avec la musique. Et c'est sûr que des semaines de sensibilisation sur le racisme, c'est extrêmement important. Et il y a beaucoup encore de chemin à faire. J'ai trouvé ça beau, M. Voltaire. En fait, M. Voltaire, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous avez une façon de raconter les choses qui hypnotise, en fait. Et voilà, ça fait du bien d'entendre votre voix. Et voilà. Et avec les conférences, les 2 dernières semaines que j'ai fait avec les étudiants, ça m'a inspiré un truc que j'avais envie d'enregistrer et que j'ai partagé avec eux pour la première fois. Donc, ça n'existe pas sur un album, ça n'existe pas nulle part, mais j'ai envie de le partager avec vous ce soir. Enfant métissé dans un monde divisé, je n'ai pas choisi mon camp, j'ai choisi de les tisser. Back in the days, en 83, petit soldat, le haut-parleur pour les sans-voix. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, j'ai accepté mon rôle et j'ai changé les choses. J'ai dit oui à la vie pour le meilleur et pour le pire. Je ne suis que le récit d'une chanson qui a voulu m'écrire. J'ai lâché prise, j'ai oublié la rancœur. Je remercie Dieu pour chaque battement de cœur. Je n'ai pas vendu mon âme, j'ai saisi ma chance. Une enfance sous le silence à écrire des raps dans ma chambre, à rêver, à rapper des heures devant le miroir. Stylo, papier, quelques raps dans le tiroir. J'ai lâché prise sur ce que je ne peux contrôler. J'ai mis mon énergie sur ce que je peux composer. Une semence dans de la bonne terre, une fleur qui fleurit. Je parcours le monde avec un bagage des écrits. Je n'oublie pas d'où je viens, mon cœur y est ancré. Comme cette musique, dans mon cœur elle est entrée. Chaque chose en son temps, et passion est une vertu. Je danse sous la pluie, j'évite les sentiers battus.
je cherche à être unique. Sur la route, hors de ma zone de confort, je voyage léger, d'un tournant du microphone. Je raconte mon histoire, moi seul en suis l'auteur. Je ne veux pas être le plus grand, je veux être à la hauteur. À fleur de peau, j'ai le cœur rempli de fissures. Toujours un livre dans ma poche, un cahier rempli de ratures. J'atterris chez moi partout, chez moi nulle part. Je suis un chercheur d'art. Sacré, on a marché pieds nus, fait les 16, on a compté les lunes. On a su lire le ciel, en prise de boussole, à qui le respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil, transmettait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du créateur, guidés par les oiseaux migrateurs. Aborigène à mes ancêtres, j'ai obéi, lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retourne les poussières. Je suis un enfant de la terre. Une mère nourricière, porte de vie, des forêts en guise de pharmacie. Depuis toujours on se nourrit de la terre, de la mer, des lacs et des rivières. Des millénaires sans besoin matériel, juste un chemin éclairé par le ciel. Une poussière qui a fait naître l'arbre, un souffle-vie porté par la femme. Mon pays je porte à l'être de moi, et je n'oublie pas les peuples d'autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents, on emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous, on est à elle, on forme tout. Ici, je suis qu'une arme passagère, je suis un enfant de la terre. C'est de savoir où l'on va, un cycle de vie toujours en mouvement. Les nomades transportés par le vent. Au climat on a su s'adapter dans les pires conditions. La femme a dû enfanter. À la famine on a survécu. Malheureusement certains peuples ont disparu. Nos erreurs ont servi d'apprentissage. Comme eux on écoutait les vieux sages. Une sagesse connectée à l'esprit. Leur voix était utile à la survie. Mon pays, je reste enraciné. Dans ma tête résonne la voix des aînés. Un jour, j'irai rejoindre mon père. Je suis un enfant de la terre. C'est la voix du peuple, le chant de détermination. C'est le cri de victoire, c'est le cri de liberté. C'est le cœur du guerrier, c'est la voix des oubliés.
décisions très étrangers. Par contre, on a la preuve que les choses peuvent changer. On n'est pas les victimes, mais une autre génération. C'est le pouvoir de les offrir un horizon. Rattraper nos vertus, notre hommage aux ennemis, les rassurer, nos petits anges, on ne va pas abandonner, ce sera long. Et les épreuves seront tenaces, de notre cœur, du courage, de la force et de l'audace. En l'honneur de leur mémoire, on marchera sous leur trace, la photo contre les bras, parce qu'ici c'est notre place. Sans oublier qu'on est l'espoir de demain, qu'on a le pouvoir de réparer, bâtir le monde de nos mains. Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble, solides, car peu ne se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide. Merci à vous autres, guys. Écoutez, je suis curieux d'entendre Michael Farkas aussi, qui est là avec nous ce soir. J'avais envie de partager ces mots d'espoir surtout. Il y a des chansons qui sont tellement engagées, lourdes, donc de dénonciation, mais j'ai l'impression que ce soir, il y a juste une ambiance de partage et d'amour qui fait du bien aussi. Je pense qu'on peut souligner des fois ce type d'initiative. Et je ne vous casserai pas les oreilles avec des chansons très politiquement engagées qui donnent envie des fois de... comment dire? Je ne suis pas quelqu'un d'agressif avec la musique. J'ai jamais eu envie de chercher à provoquer, mais à conscientiser certaines personnes. Et évidemment, je ne peux pas passer à côté d'une chanson qui est extrêmement réelle et qui fait partie de notre histoire. Et on a voulu... Et c'est un peu les événements avec Joyce et Echaquan qui s'est passé l'année dernière et actuellement avec un gouvernement qui... J'ai vu Mme Anglade en parler tout à l'heure, où est-ce qu'on a besoin de nommer les choses. Et tant qu'à vouloir jouer avec les mots au Québec et de refuser qu'on parle de racisme systémique, je pense qu'on peut très bien nommer les choses et de dire à quel point les Premières Nations vivent malheureusement un génocide. Et encore actuellement en 2021, c'est ce qui est le plus triste avec la loi sur les Indiens et tout. Donc, l'année dernière, quand on avait beaucoup de misère à nommer certaines choses, j'avais envie de dire ces mots. Donc, je vais la partager avec vous quand même. Encore une fois, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots je débat. Compteur politique de merde et leur secret d'état. Écoute-moi vol bas, chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid. Allez, goûter
Kitaso zonan ginnegiuji tuwan waligen Misawa shnipaguyan dagwala yamyewen Kichi nakachi higuan Ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre. C'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie. J'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays. Sur la tête mentale, on vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme de tiers-monde. On parle du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au Congo. Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. Nani Gudin, Kita Sosonan, Ginnegiuji, Doan, Wanigen, Misawa, Shnipaguyan, Dagwagayam, Yewen, Kichi, Nakachi, Higuan. Les enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées. Capturés à leur insu, un génocide bien planifié, et ça continue. La loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom de Sa Majesté. 69 et leur putain de livre blanc, ou plutôt comment se laver les mains avec le sang des innocents. Ils sont traités d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leurs billets de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Voler et vendre des enfants, c'est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide. La Constitution canadienne est un génocide. Merci à vous et merci à toute l'organisation, l'invitation aussi la semaine dernière et tout ça. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Yeah. Un énorme merci. Puis une bonne main d'applaudissements pour ouvrir nos micros pour M. Salmoyan. Salmoyan, merci. Bravo. Merci à vous. Nous allons maintenant passer à la prestation de M. Michael Farkas. Restez avec nous. Ça promet d'être de très bon goût aussi. One love, everyone. C'est dans cet esprit-là qu'on va faire ça ici. Nous sommes trois, alors on va les présenter. Il y a avec nous Bertin au piano ici, Bertin Tamla, et aussi nous avons Madeleine aussi aux voix. Alors on va essayer de faire ça le plus organiquement possible quand même pour ce Zoom. Et félicitations à Madame Villefranche, une amie aussi, une grande leader pour tout le côté communautaire à Montréal et naturellement M. Fadi Daguerre aussi, que je connais aussi. Alors, je la félicite aussi pour son prix. Puis continuez votre travail. Ça a l'air que c'est ça qu'on a fait. OK. Alors, celle-ci s'appelle Au temps éclatant. Simon, it was great to hear you. J'ai beaucoup apprécié t'entendre aussi sur toutes tes paroles qui on va essayer. Le Zoom, c'est pas évident. Puis il y a un curfew à 9h30, c'est qu'on y va. Ça fait que celle-là s'appelle Au temps éclatant. Naturellement, elle a été écrite pendant la pandémie. Alors, that's it, that's all. Become the shepherd on the crest of harvest. Clamor jumps with bangs and merits. Uncle George played old-time carols. Can't remember where, but it was back then. Cette année est pour toi. Cette
On est là pour la terre qui renaît de tous ses émois. Les arbres se relancent après la guerre, car le vent pousse l'air frais. Les oiseaux chantent comme ils ne l'ont jamais fait. Depuis longtemps qu'on n'y croyait plus. Les enfants dansent tous dans la rue. Sans compter les animaux sauvages qui répètent sans cesse le message que leur fourrure a besoin de soleil, d'eau claire comme les abeilles, car le vent pousse l'air frais. Les oiseaux chantent comme ils ne l'ont jamais fait. Depuis longtemps, on n'y croyait plus. Les enfants dansent tous dans la rue. Le ciel n'est plus englouti dans un nuage de poussière aciérée. Comme hier, nous étions endormis. Rien ne sert de pleurer, car ce qui cogne notre routine, un météorite connu de la Chine, coup de poing dans les babines, qui aurait dit que la nature ne fait que donne un nouveau souffle aux insectes et végétaux, comme d'autres espèces et genres d'animaux. Devient le berger au nord du vallon. Nous récolterons la raison et non la rançon. C'est fait. Les eaux chantent comme ils ne l'ont jamais fait. Depuis longtemps, ils ne croyaient plus. Les enfants dansent tous dans la rue. The shepherd on the crest of harvest clamor jumps with bangs and barons. Uncle George played old-time carols. Can't remember where, but it was back then. Okay. Thank you. Autant éclatant. Alors, thank you. La deuxième, c'est pour un grand chanteur québécois qui vient de nous quitter. Vous allez leur connaître son nom et probablement la chanson. Vous pouvez chanter, j'espère. Alors, on va y aller. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours et nous serons bons frères. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons bons frères. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère. Jeter leur jour à nos pires terres. Nous qui aurons de mauvais jours, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, ils connaîtront alors mon frère. We know who we are, downtrodden or lost in the war. We know who we are, the people with the system on our backs once more. The descendant of slaves that chucked out of Seminole. Funny to see you in the Ibu tribe, stand on the guard every rough they climb. We know who we are, dirty swamps and lost hidden camps. It's always a mile ahead of the man or a character is left for
We know who we are. Virginia coast in a marketplace. Broad inland on the Mississippi hotline. Pick a bill of cotton, no nickel, no dime. We know who we are. Atlanta slaves and Chuck Dodson. We know who we are. The people with the system on our backs once more. You know, yes, my brother. Peace is an eternal capital key. And he shall be called, few shall seek. No handle. You know, one more time. We know who we are. The downtrodden, the poor lost in their war. We know who we are. The people with the system on our backs once more. We know who we are. The descendant of slave, the chopped out of Seminole. The Pawnee, the Sioux, and the Ibu tribe stand on the guard every rock they climb. We know who we are. Through dirty swamps and lost hidden camps. We rose through schemes always a mile ahead on the man I wrap carrot on his left for dead. We know who we are. From the Virginia coast in the marketplace. We are. Keep on. Sweet Creole. You know we're gonna make it to the world. Blessed are those who shall seek. We know who we are. You know. Sugar Creole, one more time. Mess me up like in a chain gang line. Never again we shall fall from the top. Never again we shall be taken from the pot. We know who we are. Chorus. Know who we are. Blessed are those who believe. Faith is an eternal capital key. Many shall be sent, few shall peak. No shackle around their feet, but in their sleep. We know who we are. The downtrodden, the poor lost in the war. We know who we are. The people with the system on our backs once more. Pawnee, the Sioux, the Ibu tribes. We know who we are. That's not the least. I want you to sing it with me. It's none other than the great Bob Marley. It's one of his greatest anthems. Une des plus grandes chansons de Bob Marley, Redemption Song. Old pirates, yes, they robbed I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hands was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at a time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. In everywhere now, in every day now, in everywhere now, in every day now, redemption songs, these songs of freedom. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves get free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at a time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom, these songs of freedom, these songs of freedom, these songs of freedom. One love, one more time. Merci tellement. Ça fait une très belle soirée. Merci. Merci à Samira. Félicitations au grand Franz. Continue, Franz. Ton très beau parcours. On t'aime beaucoup. À bientôt. Merci à vous, Monsieur Farkas. Non, Michael. Michael, j'aime les messieurs et les madames, désolé. Mais merci à vous pour cette magnifique prestation. Je pense que ça fait du bien de terminer ceci avec un emblème si important qu'est Bob Marley. Donc, messieurs, dames, merci énormément pour cette magnifique cérémonie de clôture. Sachez que tous et toutes ont apprécié que vous soyez présents, que vous soyez restés jusqu'à la fin. On vous remercie de votre patience et sollicitude, sachant que nous avons dépassé un peu le temps. Donc, merci encore et au plaisir de vous voir l'année prochaine pour la 23e édition. Alors, pour ceux et celles qui désireraient aller faire dodo et qui n'ont pas de questions, on vous laisse rejoindre les bras de Morphée. Pour les personnes qui auraient besoin ou qui auraient des questions, on vous invite à rester avec nous quelques minutes. Et pour les autres, encore, merci de votre présence. Mon nom était Erika Alneus et il m'a fait grand plaisir d'être votre maître ou maîtresse pour certains de cérémonie pour cette cérémonie de clôture. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Félicitations à Marjorie pour des prix si bien mérités. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci, Franz. Merci, Samira. Félicitations encore, Marjorie et Fadi. Merci. Fadi, un plaisir de te voir, même à distance. Merci à toutes et à tous. Merci Franz. De nous accompagner dans cette aventure. On n'a pas fini, Franz. On continue. Hey, félicitations. Merci, Chantal. Au revoir tout le monde. Félicitations Marjorie et Fadi, félicitations. Et puis, oui, le prix a pris une année pour vous arriver. C'est pas qu'il était à pied, c'est juste qu'il était pris depuis l'année dernière et puis on a été avec mais comme j'ai dit, je suis patiente, ça va. Oui. Félicitations aux récipiendaires. Merci, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui. Non. Merci à vous encore une fois d'être venus en si grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci aussi à la maîtresse des cérémonies, c'était super. Oui. Merci. Merci à vous. Merci de votre présence à la cérémonie de clôture de la Semaine d'action contre le racisme 2021. Aux dignitaires, aux panélistes, aux participants, aux commanditaires et aux spectateurs.
Nous vous attendons jusqu'à la prochaine édition de la SAC. Bonne soirée à tous. Thank you.